Bien, j'espère que vous avez aimé cette petite intro un peu plus courte, un peu plus humble que celle que j'avais faite en attendant d'avoir une intro qui ressemble plus à l'astrologie, à ce que je fais tout simplement. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet important. Nous avons vu Raoult durant la vidéo précédente, on va voir aujourd'hui Ketu. Ketu, c'est le nœud sud. Et qu'est-ce que ça veut dire, Ketu? Euh, donc ça, c'est ce qu'on va voir durant la vidéo. Ses effets, et un petit peu voilà des exemples avec les emplacements dans les maisons. Donc si vous ne savez pas où vous avez Ketu dans votre thème, que ce soit dans le D1 ou dans le D9, eh bien je vous invite tout simplement à cliquer sur le deuxième lien en description pour recevoir votre thème védique en PDF, votre thème complet avec toutes les divisions zodiacales. Si vous désirez également vous former, c'est le premier lien en description, tout simplement pour rejoindre l'académie. C'est une adhésion, un abonnement, où je partage du contenu privé, exclusif, et voilà, il y a des lives, il y a un suivi, etc. Donc si vous voulez vraiment vous former en astrologie védique, c'est là qu'il faut aller, tout simplement. C'est là où je partage le meilleur de mon contenu. Et également, vous pouvez, si vous désirez recevoir une consultation, eh bien, aller sur mon site astrologieindienne.fr, tout est dans la description. Aujourd'hui, on va parler de Ketu. Ketu, ça veut dire quoi? Ketu, c'est quoi, en fait? Si Raoult est effectivement responsable des éclipses, Ketu, il est responsable de quoi? Ketu, ça signifie comète. En sanskrit, on pourrait le traduire comme ça, c'est une traduction possible de Ketu. En fait, Ketu, c'est euh, tout ce qui, traditionnellement parlant, tout ce qui est hors norme, tout ce qui est atypique. En ce sens que si vous avez un champ avec 100 moutons, et qu'il y a un mouton qui a, parmi ces 100, qui a une jambe, enfin une patte en moins, ce sera Ketu, ce sera appelé Ketu. Si il y a une étoile filante, ce sera appelé Ketu. Si il y a une éclipse, ce sera appelé Ketu. En fait, ce sont tous les événements atypiques, tous les événements euh, qui sont pour les esprits anciens signifiants, significatifs. C'est-à-dire que pour les esprits anciens, il faut bien se remettre un peu voilà, dans ce mindset, dans cet état d'esprit, dans ce contexte. Si il n'y avait rien d'anormal, alors les dieux n'avaient rien à nous dire. Et s'il y avait quelque chose de différent, un mouton avec une patte en moins, un cygne noir, etc., alors les dieux avaient quelque chose à nous dire. Alors l'expression de ce côté atypique, de cet événement anormal, était signifiant. Et c'était le ciel qui cherchait à rentrer en communication avec l'homme, avec les hommes. Parce que les hommes sont des serviteurs des divinités du ciel, en fait. Toujours dans cet état d'esprit traditionnel. On parle de Babylone, on parle de l'Inde, on parle de l'Égypte. Donc ça, c'est important à saisir par rapport à cette étymologie de Ketu. Puisqu'évidemment, ça va refléter sur notre interprétation quand on va vouloir traiter Ketu dans le thème. Donc typiquement, Ketu, une personne qui a Ketu à l'ascendant, c'est quoi? C'est une personne qui est atypique. C'est une personne qui, dans son fonctionnement, va fonctionner de manière atypique, peu banale. Cette personne va pouvoir se sentir un peu incomprise. Elle va pouvoir se sentir différente des autres. C'est également vrai avec Raoult, mais euh, Ketu, on va dire que ça va exacerber vraiment la sensibilité. Ketu, c'est cette idée d'être un peu perché, parce que c'est la queue du dragon. Donc, c'est l'idée qu'il lui manque, il lui manque tout le reste, en fait. C'est juste, voilà, il a juste les jambes, en fait, il a juste la queue du dragon. Donc, il y a plus rien, en fait. Donc, c'est cette idée qu'on perd un ancrage, euh, qu'on perd vraiment ce lien entre la terre et le ciel. Donc les gens qui sont marqués par Ketu, Ketu à l'ascendant, et de manière un peu moins forte, mais quand même, Ketu en 5 ou en 9, en maison 5 ou en maison 9, ça nous renseigne quand même sur des personnes qui agissent, qui ont un fonctionnement un petit peu atypique. Ça pourrait très bien être des personnes qui ont une douance, donc des surdoués. Ça pourrait très bien être
des personnes qui sont extrêmement sensibles, par exemple des artistes, mais qui ont du mal à se faire une place dans la société. Ça, c'est quelque chose qui est typique avec Ketu, puisqu'il va signer tout ce qui est du coup atypique, original, marginal, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité. Si Raoult, c'était l'original un peu, voilà, qui veut se montrer. Alors, Raoult est une planète d'ombre, donc on va dire, elle ne veut pas se montrer, mais dans son originalité, elle va vouloir se montrer. C'est-à-dire, peut-être en portant tel ou tel vêtement, en ayant tel ou tel tatouage, tel ou tel piercing, etc. Tel accoutrement, voilà, au niveau matériel surtout. Eh bien, Ketu, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'il ne va pas franchement chercher à se démarquer puisqu'il va être différent. Il sera différent par nature. Donc ça traduit plutôt des personnes qui sont complètement au-delà de l'apparence et qui vont... Alors le cliché, c'est vraiment l'ermite. C'est vraiment la personne austère, la personne qui va méditer pendant des heures sur soi, sur le monde, sur l'univers, qui va méditer en fait. Donc cette personne a simplement besoin d'une robe de moine, simplement besoin d'un voile, de quelque chose, et ça lui suffit. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit, on va dire la symbolique, évidemment, il ne s'agit là que d'archétype, que de symbolique, par rapport à Ketu. Évidemment, une personne n'est jamais qu'un seul symbole, ou qu'un archétype. Sinon, ce serait un peu inquiétant. Donc l'idée, c'est que Ketu va représenter tout ce qui est purifié au niveau matériel. En ce sens que il est humble, il va se... En fait, c'est le détachement. Si Raoult était l'obsession, c'est-à-dire l'attachement aux choses, Ketu, c'est tout l'inverse. Ketu, c'est le détachement. Ou le non-attachement. Alors, j'émets une petite nuance entre les deux, puisque se détacher, c'est souvent une réaction à l'attachement. Alors que le non-attachement, c'est quelque chose de plus maîtrisé, de plus haut, de plus subtil aussi, qui est tout simplement, ok, je suis en train de boire un super thé, et une fois que j'aurai bu ce thé, je ne serai pas triste qu'il n'y en ait plus. Et j'aurai savouré, comme il se doit, ce thé, et il m'aura apporté autant de plaisir que je devais en prendre. Donc ça, c'est vraiment cet état de Ketu. C'est vraiment cet état de... Alors évidemment, quand c'est maîtrisé, on va y revenir, mais quand c'est maîtrisé, c'est vraiment cet état-là. Cet état de je profite de l'instant et j'accepte l'impermanence. Voilà. Ça, c'est vraiment spirituel, c'est vraiment Ketu. Mais Ketu, ça signe aussi ce qui brûle, puisqu'il est comparé à Mars. On va dire que, on a vu que Raoult est un mélange de Saturne et de Lune, donc il est surtout comparé à Saturne en tant que maléfique. Ketu est comparé à Mars en tant que maléfique, puisque Ketu est aussi un astre, une planète, un graha, c'est-à-dire un saisisseur, qui est maléfique dans l'astrologie indienne. Donc Ketu, c'est tout ce qui consume, tout ce qui divise, c'est le feu. En fait, il représente le désert, Ketu. Donc c'est tout ce qui va chercher à purifier, par le feu, les choses. Donc évidemment, Raoult va avoir tendance à donner puis à reprendre, donc à se séparer, et Ketu va tout cramer, tout brûler. Donc si vous avez Ketu en maison 11, vous pouvez avoir peu d'amis, parce que on brûle tout ce qui est superflu. Donc on a peu d'amis, mais alors après il faut regarder le dispositeur, puisque comme Raoult, Ketu dépend de son dispositeur, c'est-à-dire du maître du signe qu'il occupe, ou de la maison qu'il occupe. Donc ici, Ketu en 11, supposé qu'il soit en taureau, et que du coup Vénus est très bien placée, ça va donner des amis, peu d'amis, mais des amis profonds. Voilà. Si vous avez Vénus en chute, avec Ketu en maison 11 en taureau, là, on va dire que c'est plus compliqué pour avoir des amis et avoir une relation harmonieuse avec eux, puisque le dispositeur est en chute et Ketu a tendance à brûler, donc également rendre conflictuelles les choses. Ça peut également nous renseigner, surtout s'il est mêlé à Mars, si par exemple il y a un aspect Ketu-Mars sur un domaine, ce domaine il va brûler, ce domaine il va cramer. Ça peut aussi, si vous avez Ketu-Mars qui aspecte la maison 4, ça peut très bien être à un moment donné dans l'existence la maison qui brûle. Si vous avez Ketu-Mars qui aspecte la maison 7, ça pourrait très bien être des violences conjugales. Voilà. Ce genre de choses. Alors évidemment, c'est pas toujours le cas. Ça dépend comment la personne gère ses énergies. Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité, puisque Ketu, le Soleil et Mars sont 3 planètes qui sont considérées comme des planètes de feu. Surtout Mars et Ketu.
Le soleil, il est plus doux, entre guillemets. Mais voilà, c'est quand même cette idée que ça chauffe avec Ketu, qu'il consume ce qu'il touche. Donc si vous avez une planète qui est conjointe à Ketu, Ketu va brûler cette planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez Jupiter très bénéfique conjoint à Ketu, Ketu va brûler les aspects bénéfiques de Jupiter. Autrement dit, il va neutraliser les effets de Jupiter, donc il va rendre Jupiter neutre. Donc si vous avez des planètes bénéfiques conjointes à Ketu, bah c'est dommage, parce que du coup ça va neutraliser les effets de cette planète. Et si vous avez une maléfique conjointe à Ketu, alors là c'est tant mieux, puisque il va faire la même chose, c'est-à-dire qu'il va brûler tout ce qui est maléfique chez cette planète, dans cette planète. Donc il va également neutraliser, rendre neutre les effets de la planète. Donc ça, c'est évidemment pour le domaine occupé par la planète maléfique ou bénéfique. Si Jupiter est conjoint à Ketu, mais que Jupiter aspecte, ou Saturne aspecte une autre maison, il n'y aura pas d'influence sur cette autre maison aspectée. Donc Jupiter sera juste bloqué dans ce domaine-là, dans cette maison, dans ce signe. Et pareil pour Saturne. Donc voilà un petit peu comment on peut déjà, avec deux, trois grandes lignes, comprendre un petit peu Ketu. Ketu, c'est l'atypique. Ketu, c'est celui qui brûle. Si vous avez Ketu en maison 1 dans un signe de feu, ou dans un signe régi par Mars, Scorpion Bélier, ça peut très bien entraîner des métiers en rapport avec l'armée, en rapport avec le militaire, en rapport avec le physique, pompier, avec le feu, en rapport avec l'effort physique, puisque on parle de Mars en fait. Quand on parle de Ketu, on parle de Mars, surtout en planète, évidemment quand c'est un site de Mars, puisque c'est le dispositeur, donc là c'est encore plus le cas, mais même en signe de feu, ça peut nous renseigner, pourquoi pas, sur des métiers en rapport avec le feu, en rapport avec l'électricité, qui est considérée comme une sorte de feu en Inde, en indienne, et donc de la chimie, tout ce qui est aussi un petit peu énergétique, le reiki, le magnétisme, tout ce qui est vraiment au niveau, par exemple, de l'invisible, donc ça peut être les atomes, ça peut être toutes ces choses un petit peu comme ça au niveau chimique, au niveau scientifique. Ça, c'est également marqué par Ketu, c'est également Ketu qui régit cela. Donc Ketu, alors évidemment, si c'est dans un signe d'eau ou un signe d'air, ça va plutôt nous renseigner sur une nature quand même portée vers la spiritualité. Donc un Ketu en poisson, surtout à l'ascendant, bon, bah ça fait quand même une personne qui est très... qui a tendance à être vraiment perchée en fait, qui est très spirituelle. Peut-être qui va lui manquer d'ancrage. Donc là, il faudrait regarder Saturne qui représente l'ancrage, et il faudrait regarder le maître de 1 qui représente le corps, la constitution, le natif. Donc ici, il faudrait regarder Jupiter. Si Jupiter est dans une... Alors s'il est faible, si par exemple il est en chute en 11, ça va être compliqué. S'il est exalté en 5, là ça va être excellent pour la pratique spirituelle. Mais quand même, il va falloir demander un petit peu d'ancrage, un petit peu d'équilibre avec ce Jupiter et ce Ketu en poisson. Ketu, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Ketu? Ketu, donc il neutralise, pour résumer, hein, il neutralise les effets des planètes. Ketu, il aspecte de 5 et de 9, comme Rahu et comme Jupiter, c'est-à-dire qu'il aspecte les signes de même élément. Alors, on va essayer de ne pas dire n'importe quoi, en ce sens que lorsque Rahu, évidemment, est toujours opposé dans le D1 à Ketu, Rahu n'aspecte pas Ketu et Ketu n'aspecte pas Rahu, parce qu'ils sont toujours en phase, donc ce n'est pas significatif, donc on oublie. Voilà. Et c'est pareil pour les autres planètes, c'est-à-dire que évidemment, c'est Ketu qui va prendre le dessus s'il y a une conjonction, et Rahu s'il y en a une aussi. Mais s'il y a une conjonction Lune-Rahu, Ketu qui est en face, on ne prend pas en considération, on s'en fout. On s'en fout puisque c'est Rahu qui va ici qui va dominer en fait. Donc là, on va simplement prendre les signes de même élément par rapport à Ketu. Ketu, ça va nous renseigner au niveau karmique sur tout ce qui a un rapport avec ce que l'on a déjà fait, ce que l'on a déjà vécu. Donc là, il y a deux choses par rapport à ça. C'est la planète exaltée qui nous renseigne sur ça, c'est-à-dire une énergie qu'on a déjà bien maîtrisée, durant d'autres états antérieurs de l'être, et Ketu, en gros.
Donc si vous avez Ketu en 11, peut-être que vous avez vécu une vie déjà en rapport avec la matière, en rapport avec l'argent, en rapport avec le réseau social. Surtout si c'est en taureau, l'argent, bon. Si c'est en gémeaux, ce sera voilà, la communication, peut-être vous étiez, je sais pas, publiciste, journaliste, écrivain, euh, scientifique, qu'importe, etc., etc. Donc c'est vraiment cette idée, en taureau ça aurait pu être agriculteur aussi, c'est vraiment cette idée que ce sont des énergies qu'on a déjà épuisées, et donc que on s'en détache aujourd'hui et on s'en fout un peu. C'est-à-dire que lorsqu'il y a Ketu, lorsque Ketu occupe un signe ou une maison, eh bien, c'est quelque chose qu'on a tendance à s'en détacher. Ou, c'est pas toujours le cas, ou on s'en sert parce que c'est une force, c'est une qualité intrinsèque qui est en nous. Donc, je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Voilà, donc pour l'exemple, j'ai pris le thème d'Honoré de Balzac. Et on voit quoi ? On voit, voilà, ascendant Lion, Lune en chute en maison 4, et Ketu en maison 3, Rahu donc évidemment à l'opposé, dans cette maison 9. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous renseigner ? Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? Plusieurs choses. Déjà que Ketu en 3, ça peut nous renseigner sur l'écriture. Pourquoi ? Parce que la maison 2, c'est la maison de l'expression orale. La maison 3, c'est les moyens de communication, dont la communication écrite. On va dire que la maison 2, ce sont les talents pour s'exprimer, les talents pour communiquer, et que ce soit l'écriture ou non. Et la maison 3, c'est les moyens de communication. C'est-à-dire que si vous avez Ketu, une planète en exaltation, ou une planète très puissante et bénéfique en maison 3, c'est très favorisé pour écrire, pour même les moyens d'expression en termes artistiques, parce que la maison 3 est une maison artistique et d'écriture. Donc tout ça, ça va évidemment jouer. Alors évidemment, on peut regarder, donc déjà assez significatif par rapport au thème de Balzac, qui est tout en 3, donc il sait communiquer, il sait s'exprimer, il va certainement écrire, il va certainement faire de l'art, parce que Ketu, c'est ce qui est maîtrisé. Voilà. Si vous aviez Ketu en 11, alors je prends souvent cet exemple parce que j'ai ça dans mon thème, mais Ketu en 11, on sait comment dire, être un leader. C'est-à-dire qu'on sait comment faire intrinsèquement pour rassembler des gens, pour communiquer à une grande foule ou à des gens, tout simplement, une communauté. Alors ça pourrait aussi être le salaire, ça pourrait aussi être l'aspiration fondamentale. J'ai jamais eu, par exemple, eu de difficulté à trouver ma vocation. C'est-à-dire que Ketu, dans ma maison 11, brûle tout ce qui est superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Donc, comme la maison 11, c'est la maison de l'aspiration fondamentale, voilà, j'ai une énorme chance par rapport à ça. Donc voilà, c'est un exemple. Si vous aviez Ketu en maison 10, alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Ketu, ça peut aussi être le détachement. Donc c'est l'idée que c'est en nous, c'est un talent qu'on a inné, mais on peut très bien complètement s'en foutre en fait. C'est ça qui est intéressant avec Ketu. Et c'est pas grave en fait qu'on délaisse ça entre guillemets, puisque c'est ce qui a été passé. Ça veut dire que aujourd'hui évidemment on peut s'en servir, mais pour aller vers Rahu. Et c'est exactement ce qu'a fait Balzac. Pourquoi ? Parce que on voit que Ketu est en maison 3, la maison de l'écriture, et on a dit dans la vidéo de Rahu que pour purger le karma présent, on va vers Rahu. Et Rahu, là, il est conjoint à quoi ? À Mercure. Planète de l'écriture. On voit que dans l'Ashtaka Varga, Mercure a 7 points sur 8. Donc c'est la planète la plus puissante. On voit quoi ? On voit que, évidemment, Mercure est central dans cette existence, est central dans cette vie. Et Mercure est quoi ? Maître de la maison 11 et maître de la maison 2. Donc, l'argent. Donc, le réseau social. Donc, le talent pour écrire. Le talent pour communiquer. Ce que nous révélait déjà Ketu. Mais là, c'est complètement renforcé, puisque la grande
la grande particularité, voilà, de ce thème, c'est que Ketu est dans la maison 3, donc il y a une faculté à écrire, et Raoult nous dit quoi ? Nous dit écrit. Donc là, c'est intéressant, ça veut dire qu'il devait vraiment se servir de son talent de communication, d'expression, pour faire passer un message. Alors après, c'est dans la maison 9, et c'est en bélier. Donc peut-être que il y avait quand même une idée de spiritualité. Il y avait quand même une idée d'enseigner, de transmettre. Alors ça, je vous laisse juger si ça a été fait ou pas, c'est pas à moi de le faire. Mais voilà, chacun est maître de son jugement. Pour Ketu, qui est en 3, on regarde également le maître de la balance, c'est-à-dire le dispositeur de Ketu. Ici, c'est Vénus. Et Vénus est où ? Eh bien en maison 11. Donc, dans cette idée, encore une fois, une maison d'art, la maison 11, une maison d'aspiration fondamentale, qui est reliée à l'art ici, avec Vénus, qui est reliée également à la célébrité, la maison 11. En plus, il a le soleil en 10, qui est en force directionnelle, qui nous renseigne sur la carrière, sur la visibilité, tout simplement. Donc, voilà un petit peu comment on peut faire. Alors, comme ce que j'avais fait avec Raoult, on va regarder un petit peu le D9 pour se renseigner sur tout cela, pour avoir un petit peu plus de détails. Donc là, on voit quoi ? Eh bien, on voit que Ketu est à l'ascendant, et que Jupiter également. Alors, Jupiter, ça va directement marquer son physique. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Balzac, mais vous voyez ses photos, c'est quelqu'un qui est quand même enrobé, qui est quand même jupitérien sur les bords. Et ça tombe bien, dans le D1, Jupiter est conjoint au Soleil, maître de 1. Il est ascendant Lion. Donc évidemment que ça fait prendre du poids, hein, ça c'est sûr. Alors l'idée, c'est que on peut faire ce qu'on appelle une superposition de thèmes. Donc ça c'est un petit secret. Alors, ça reste entre nous. Le D9, les planètes en D9 peuvent aller dans le D1. Et ce qu'on remarque, c'est que Jupiter est en taureau dans le D9 et dans le D1. C'est ce qui s'appelle un Vargotama. Ça veut dire que c'est une planète fondamentale dans l'existence de Balzac. Donc l'enseignement, donc la transmission, ce que nous renseigne Raoult en maison 9 déjà. Et puis ça va marquer le développement socio-professionnel du natif, et peut-être également une évolution verticale, c'est-à-dire spirituelle, ou métaphysique, ou philosophique, ou littéraire. Donc tout ça, ça peut être intéressant. Ça peut vouloir aussi nous renseigner qu'il grandit, il s'élève à travers ce qu'il fait, c'est-à-dire à travers l'écriture. C'est-à-dire qu'ici, l'écriture peut être pour lui un chemin vers le divin. C'est possible, c'est une interprétation possible. Également, donc, on a vu Ketu est à l'ascendant. Et c'est comme si Ketu était en maison 10. Surtout après passer 36 ans chez Balzac. Bon, il est mort à 50, je crois. Donc, ça veut dire que... Alors, si je me souviens bien, j'avais lu un peu sa biographie écrite par... Ah, mon Dieu, je sais plus le titre. Stefan Zweig, incroyable. En plus, un de mes auteurs préférés, Stefan Zweig. Zweig, je sais pas comment on dit. Incroyable écrivain, qui avait écrit plusieurs biographies, et dont une biographie sur Balzac, qui était une personne extrêmement atypique, extrêmement marquée par Ketu, évidemment. Une personne qui s'enfermait, qui travaillait comme un damné, et qui buvait, je sais plus, 50 cafés par jour, ou 40, enfin, un truc énorme. Donc, c'est du Ketu. Ketu a un côté autodestructeur. Ketu a un côté... Le corps n'existe pas, seul existe mon aspiration, seul existe le divin, l'intellect, le monde intangible, le monde des idées, comme dirait Platon. Donc, il y a un côté autodestructeur, puisque ça brûle, ça crame. Et, évidemment, comme c'est à l'ascendant, dans le D9, c'est le corps. Donc, on a un côté autodestructeur. Alors, en plus, c'est conjoint à Jupiter, et Jupiter, c'est l'excès. Donc là, on voit bien le café, là, on voit bien les excès, même au niveau de ses ouvrages. Et oui, mais Balzac écrivait beaucoup trop. C'est-à-dire que il avait une œuvre immense à accomplir, il a écrit la comédie humaine, il a écrit énormément d'ouvrages, et il écrivait finalement très vite, en fait. Et avant d'être connu, c'est-à-dire avant 30 ans, il écrivait, en fait, pour les autres.
C'était un écrivain public, il me semble. Et il écrivait extrêmement rapidement, en fait. Et c'est ce qui lui a permis de tenir sur ce rythme, en fait, sur la durée. Et ça, on retrouve... Alors, dans le D1, ça va être marqué par Mars, en fait. C'est-à-dire, Mars, c'est le fait qu'il se meut de manière vive, de manière rapide, de manière inattendue. Donc là, maître de 3, l'écriture, reliée à Mars, on a quelque chose à dire, on l'exprime, et puis après c'est fini, et puis on recommence, et après c'est fini, etc. Et voilà, et ça va être fondamental dans cette écriture. Et puis n'importe quoi, Saturne en maison 3, bah, l'écriture, ça veut dire qu'il y a quand même une autodiscipline dedans. Donc là, on a plein de choses qui, en plus, Vargotama, Saturne. Dans le D1, il est là, en Cancer. Dans le D9, il est là en Cancer aussi. Donc on voit bien que il a des planètes puissantes. Saturne, Jupiter, voilà, sont puissantes également. On voit bien que Mercure est en maison 6 du D9, donc c'est cette idée d'être au service de l'écriture. Cette idée d'être au service de l'expression, en fait. Donc ça, c'est très puissant. Que dire d'autre par rapport à ça? Alors évidemment, on pourrait parler du rapport amoureux. Surtout avec cet axe Ketu, Rahu, Ketu en 1, Rahu en 7. Rahu en 7, je suis au service de ma partenaire. Je suis au service de ma femme, de ma compagne, ou de mon amante, de ma maîtresse avec Balzac. Je suis au service, je fais tout pour elle. Pourquoi? Parce que Ketu oublie. Ketu, c'est la dispersion. Ketu, c'est le détachement. C'est la division. De quoi? De la maison 1, puisque Ketu est en maison 1, donc de l'identité. On perd son identité à travers l'autre. Et c'est drôle parce que il est extrêmement doué pour se mettre dans la place de l'autre. C'est pour ça qu'il a écrit tant de personnages, qu'il a décrit tant de personnages. Et peut-être qu'il pouvait se retrouver dans chacun. Voilà, c'est une hypothèse. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une obsession, Raoult, de la maison 7, de l'autre. Il y a une obsession, du coup une empathie, une énorme empathie avec Raoult en 7. Et en même temps, une autodestruction. En même temps, on ne prend pas soin de son corps, on ne prend pas soin de soi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est facile à lire, hein, notamment ici avec le D9. Le D9, ça devrait être interdit. En fait, on voit tout. Faut pas être pudique avec le D9. Hein. C'est-à-dire que vraiment, la personne est mise à nu. La personne est... Voilà, on enlève tout. On enlève tout. Et ça, c'est incroyable, je trouve. Le D9, c'est vraiment... Alors surtout quand on le compare avec le D1, encore plus. Donc voilà, c'est vraiment une autre facette de la personne, et c'est sa facette la plus profonde, et pour moi, personnellement, la plus intéressante. Hein. Voilà, clairement. La Lune en 10, évidemment, une carrière instable. Évidemment, une carrière... alors la Lune est maîtresse de 3, donc un rapport typique ici avec... la carrière et l'écriture. Donc tout va dans ce sens-là, tout va dans le même sens, et on rajoute des couches, et on revoit, on approfondit en fait les choses du D1, on va même plus loin, et souvent même, on voit des choses qui étaient invisibles dans le D1. Voilà pour cette vidéo sur Ketu. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas vos emplacements, vos configurations planétaires, eh bien à cliquer sur le deuxième lien dans la description. Par rapport à l'académie, vous êtes évidemment tous et toutes les bienvenus pour rejoindre bien, le cercle des astrologues et mon site astrologieindienne.fr. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, puis abonnez-vous voilà, pour ne manquer aucun contenu, aucune autre information sur l'astrologie védique. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente étude, une excellente soirée ou journée. À bientôt.